Et effectivement, vous avez fait la transition avec la séquence suivante qui s'intitule Les médias dans la tourmente, puisque pendant cette période, selon une étude de l'INA, 80% de la durée des journaux télévisés était consacrée donc, au Covid-19. Nous avons tous reçu des messages de prévention ou des informations qui étaient extrêmement multiples, qui étaient parfois contradictoires. Donc comment est-ce que les journalistes ont vécu eux-mêmes donc, ces tensions entre les exigences de leur métier et puis donc l'urgence, cette situation d'urgence complètement inédite? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Éric Favreau, donc journaliste spécialisé des questions de santé à Libération, et Margot de Frouville, qui est journaliste et chef du service santé à BFM TV. Et l'échange va être animé par Anne Jean-Blanc, journaliste, donc qui est responsable éditorial santé des Forums du Point. Anne, les médias étaient vraiment dans la tourmente. Et on en a beaucoup parlé depuis ce matin. C'est un job un peu bizarre là pour moi parce que j'ai fait un peu comme eux pendant longtemps, moins bien, ça c'est sûr, mais j'ai fait un peu comme eux pendant longtemps. Maintenant, je m'occupe des Forums du Point. Donc le Covid, je l'ai suivi, la Covid, d'un peu plus loin. Et donc, je vais leur poser des questions que je me suis posées, comme tout le monde d'ailleurs, pendant toute cette période qui était quand même qui était difficile, où ils ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Margot, pour commencer, est-ce que en cas d'épidémie comme ça, est-ce que le premier rôle d'un journaliste est de relayer les messages de prévention ou pas ? Oui et non, parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment de message de prévention. Justement, le gouvernement avait tendance à dire que les masques étaient inutiles. Enfin, voilà, il y a eu des messages très contradictoires sur les consignes de départ. Donc, c'était prendre les messages de prévention, mais aussi interroger des experts comme Arnaud sur l'effet que pouvait avoir une mesure de prévention sur ce virus dont on avait du mal à cerner les contours au début. Alors après, on va détailler les masques, les vaccins, les traitements. Éric, on va se tutoyer parce que quand même, on se tutoie dans la vie. Ouais. Pour toi, le journaliste, il n'est pas fait pour relayer les messages de prévention. C'est un autre métier. Oui, c'est un tout autre métier. Et comment dire, être journaliste, c'est pas un agent de santé publique. Il y a même des agences de santé publique, il y a des structures de santé publique, c'est ça leur boulot. Et bon, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus en détail, mais moi, ce qui m'a fasciné dans cette épidémie, dans cet épisode, mais c'était un peu, on pouvait le voir avant, c'était la confusion des rôles. Des médecins se prenaient pour des journalistes se prenaient pour des défenseurs de santé publique. Des politiques devenaient les meilleurs épidémiologistes de France. Il y avait une sorte de confusion absolue. Et je crois que c'est ce fait que chacun n'était pas à sa place. Quoi. Quand chacun est à sa place, au moins la société, les gens, le public, ils savent à qui parler et ils savent quelle est la position. Un journaliste, c'est fait pour informer, c'est fait pour décrire des situations, décrire des impasses, etc., relayer éventuellement les discours officiels, mais voilà. Mais c'est ça, mais c'est à chacun sa place. Je ne suis pas un agent de santé publique. Mais ce qui t'empêche pas de dire, voilà ce que dit Santé publique France, voilà ce que dit le ministre de la Santé, et après, quitte à le mettre en lumière au regard des études scientifiques, etc., mais voilà, on peut le relayer en prenant du recul. Oui. Dire quelles sont les politiques de santé, ça, c'est tout à fait, mais c'était quand même très fascinant. Hein. On voyait des journalistes les pauvres, ils se disaient, mais attendez, ils se sentaient investis d'une mission. Non, quoi, notre mission, c'est d'informer, c'est pas que les gens, voilà, c'est ça. Ne parlons pas des médecins, parce que là qui se prenaient pour des grands. Tu as connu ça beaucoup. Et la confusion. Il y a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Il y avait 60 millions d'épidémiologistes, si j'ai bonne mémoire. Mais globalement, face à l'arrivée d'un virus comme ça, inconnu, inquiétant, votre premier rôle, l'un et l'autre, c'est quoi ? Ta première mission, Margot, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois dire ? Rester factuel. Ouais. C'était le plus difficile et franchement, ça a eu le mérite au moins de revenir à l'essentiel du métier de journaliste. Quels sont les faits dont on dispose, les données dont on avait tous les soirs, qui étaient des bilans parfois un peu rébarbatifs, mais donc ça, et les mettre en perspective au regard des autres épidémies, ce qu'on pouvait comparer ou pas. On a beaucoup entendu le comparatif avec la grippe au départ, et puis savoir aussi dire que parfois on ne savait pas.
ce qui n'est pas forcément facile sur une chaîne d'info continue où on veut apporter de l'information. Ça, je pense que tu avais une pression majeure pour essayer de trouver des choses. Mais sincèrement, j'ai jamais eu la sensation de me répéter tant le nombre de publications, le nombre d'événements étaient nombreux. Au plus fort de l'épidémie, on était 8 dans le service, donc il y avait des médecins, des journalistes de la rédaction qui n'avaient rien à voir avec la santé au départ, qui nous ont rejoints, et franchement c'était très louable de leur part de se plonger dans un domaine qui n'était pas le leur à l'origine. Mais est-ce que risquez pas de se faire piéger entre guillemets par les nouveaux spécialistes, enfin les faux experts globalement? C'est difficile de lire, oui, mais c'est d'où l'humilité et moi j'ai jamais eu la peur d'appeler un médecin en disant est-ce que je peux dire ça comme ça, est-ce que je dis pas de conneries si je dis ça. Je pense que ça fait partie du métier, on n'est pas censé tout savoir. En revanche, on est payé pour se renseigner et appeler les bonnes personnes. Oui, mais le problème c'est que les bonnes personnes ne savaient pas non plus. Sur certains comparatifs, par exemple, on parlait tout à l'heure du SARS de 2003, d'autres ou des questions de saisonnalité, de coronavirus, etc. Il y avait toujours des informations à apporter. Moi, je me rappelais, la dernière épidémie que j'avais couverte, c'était Ebola, donc c'était un virus amplement plus mortel, dangereux, mais complètement différent dans le mode de transmission. Ça m'a permis d'avoir un premier carnet d'adresses sur les infectiologues et la prise en charge. Alors Eric, pardon, je suis désolée, c'est pas gentil ce que je dis là, mais tu as plus d'ancienneté, on va dire, parce que Margot, tu as un carnet d'adresses qui est plus fourni. Est-ce que ça a été facile, ou est-ce que tu as eu des sollicitations de nouveaux experts qui voulaient absolument te donner leur avis, comme ça arrive parfois? Non, c'est vrai que l'intérêt ou l'inconvénient d'être un peu âgé dans le métier, c'est qu'on avait connu d'autres épidémies, en particulier l'épidémie de sida qui avait été quand même très marquante. Et puis après, il y a eu le H1N1. Mais aussi, l'autre inconvénient, c'est que quand on est depuis très longtemps dans ce métier-là, on colle un peu trop au milieu, et y compris au milieu médical. Et que, par exemple, pour l'épidémie de Covid, quitte à brusquer certains, le risque épidémique avait complètement disparu, y compris chez nos amis médecins qu'on fréquentait assez régulièrement dans d'autres domaines. Donc on a été totalement surpris par la survenue de cette épidémie. Et j'ajouterais, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une difficulté majeure que l'on a, mais avec d'autres métiers, c'est comment informer en situation d'incertitude. C'est quand même ça. Voilà. L'information, normalement, on aime bien les choses assez claires, assez précises. Voilà. Comment on fait? Voilà. Les politiques ont la même. Quelle décision prendre en situation d'incertitude? Les médecins aussi, ils ont tous. Voilà. Et donc, nous médias, nous journalistes, voilà, c'était quelque chose d'un peu compliqué. C'est pour ça que, rétrospectivement, cette crise du Covid, en tout cas pour moi, m'a rendu d'une extrême modestie, parce qu'on s'est trompé tout le temps. Ouais. Voilà, on ne s'y attendait pas, elle est arrivée, voilà, tout le temps. Donc, mais voilà, reste cette interrogation qui est compliquée, que je partage avec toi, c'est comment on fait quand quelque chose n'est pas tout à fait sûr. Alors on a des réponses. Moi je sais qu'au tout début j'avais appelé Arnaud Fontanet pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait, quoi. Et alors il a bien répondu ou pas? Il ne sait pas qu'il a bien répondu, il a répondu comme il était un petit peu... Voilà, il disait non, peut-être que ça... Non, il n'était pas au début tout à fait très inquiet, mais comme d'autres, voilà. Mais c'est compliqué, voilà, c'est de mettre en scène des interrogations et des... Voilà, alors que... Voilà. Mais dans ce que tu dis, il y a un truc qui m'étonne, c'est que on a été mobilisés pendant très longtemps, y compris par quelqu'un de l'Institut Pasteur qui disait le retour de la grande grippe, l'épidémie centenaire. Tous les ans, il nous disait ça au moment où on lançait le vaccin contre la grippe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un de vos confrères que je ne citerai pas parce que c'est un monsieur absolument charmant. Et donc, quelque part, on avait oublié cette idée d'une grande grippe. Ah oui, c'est ça qui m'a fasciné après coup, c'est qu'il y a eu un moment donné, alors je ne sais plus quelles années, mais dans les années 2010, sous Bachelot, pour dire les choses vite, il y avait tout le monde, toute la haute administration, tous nos amis infectiologues, ils disaient mais attendez, on va se payer une grosse grippe. Oui. Puis ça a disparu parce qu'il y a eu d'autres risques. Il y a eu le risque terroriste, il y a eu le risque écologique qui a pris beaucoup de place. Et c'est vrai que nous, en tout cas moi comme journaliste, je l'ai complètement mis de côté. Je n'y pensais même plus. Je n'interrogeais même plus les gens
avec qui j'avais quand même certains liens pour leur dire dis-moi, est-ce que ça peut bouger ou pas. Mais tu te souviens quand même qu'il y a une quinzaine d'années, à chaque fois qu'on recevait le dossier de presse pour la vaccination contre la grippe, ressortaient les chiffres de la grande grippe qui avait tué autant de personnes. Et je pense que cette indifférence, elle s'est aussi renforcée après la campagne du H1N1. Avec tout... Oui, parce que là, il y a une responsabilité des politiques. Pourtant, Roselyne Bachelot, pour mettre les pieds dans le plat, avait plutôt bien réagi sur le moment. Mais après coup, elle a tenu une langue de bois en disant tout a été parfait, etc. Il y a eu des interrogations. Voilà, elle n'a pas reconnu que finalement, ce qui est très compliqué dans une épidémie, manifestement, c'est de suivre son évolution et ses changements. Quoi. Ouais. Elle n'est jamais tout à fait comme attendue. Mais ce que je veux dire, c'est comme la catastrophe ne s'est pas produite, on s'est dit qu'on allait peut-être y échapper aussi. Beaucoup trop d'argent. Alors qu'elle avait de bons arguments. Ouais. Alors il y a trois sujets que je voudrais voir avec vous parce que c'était trois sujets marquants. Les masques. Comment, Margot, tu as parlé de l'histoire des masques? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu? En suivi, pour le coup, c'était de l'info continue en disant au début, le gouvernement, le ministre de la Santé dit que ça ne sert à rien de porter un masque. Voilà ce que disent les experts. On ne sait pas encore très bien quels sont les modes de transmission. On parle de transmission manuportée. On ne parlait pas beaucoup d'aérosols au départ. En tâtonnant sans avoir de réponse précise. Parce que moi, après, même hors antenne, mes proches me demandaient « t'en penses quoi ?» etc. Mais on ne savait pas bien, on savait pas bien répondre. Ça, pour le coup, c'était l'information un peu au jour le jour avec ce dont on disposait, les consignes gouvernementales. De l'autre côté, le fait qu'on s'en procurait pas. Rappelez-vous aussi les tests, c'était réservé aux cas graves à l'hôpital. Oui. Tout un tas de choses qui nous semblent assez incroyables aujourd'hui. Parce que souvent, on est quand même poussé par notre direction, notre rédaction en chef à dire mais donne une solution, quoi. Il faut donner une réponse, ce qui est assez logique de la part de nos dirigeants. Et toi, les masques, tu as... Non, là, les masques, c'est compliqué parce que semaine... Est-ce qu'il faudrait demander à Arnaud rétrospectivement s'il y avait une vraie incertitude? Il y a eu des vrais mensonges d'État là-dessus. Ouais. Ils ont raconté n'importe quoi pour justifier le fait qu'ils s'étaient trompés. Quoi. Ouais. Mais tout le monde peut se tromper, c'est pas grave. Mais bon, on a un pouvoir qui a du mal à reconnaître ses erreurs. Surtout ces temps-ci. Mais bon, peu importe. Mais donc là, dans le cas des masques, c'était très compliqué parce que voilà, il y avait quand même, c'est pour ça que je me tournais aussi vers Arnaud, il y avait quand même une certaine ambiguïté des médecins, des infectiologues. Voilà, ils disaient pas tous la même chose. Ils disaient pas tous la même chose. C'était pourtant des gens, en tout cas pour moi, je suppose pour toi, avec qui j'avais de grandes confiances à cause des années SIDA, etc. C'était des bons, quoi. J'ai entendu, je ne les répéterai pas, mais ils ont dit des grosses... Quand ils te disaient en aparté, des grosses bêtises, quoi, ou des grosses... Voilà, tu ne comprenais pas trop. Donc, est-ce qu'ils te les affirmaient, les grosses bêtises, ou est-ce qu'ils étaient quand même vraiment dans le doute, en te disant on ne sait pas trop, on peut imaginer ils disaient je pense que, mais... Oui, c'était pas... Mais comme ça venait de quelqu'un d'éminent, c'est vrai qu'on avait Arnaud Fontanet me dit quelque chose, j'ai plutôt tendance à le croire. Il est content d'être venu, Arnaud Fontanet, aujourd'hui. Voilà. Non, mais quand par exemple, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, voire plus que ça, Willy Rosenbaum, me disait au tout début que sur le masque, c'était une fausse protection pour la personne, parce qu'elle se croyait protégée. Mais après, voilà, c'est d'ailleurs le message du gouvernement, ça. C'était aussi un message du gouvernement. Moi, tu peux être troublé. Mais c'est pour ça que, après, ce qui est compliqué, c'est là où les rédactions des journaux ou les directions sont compliquées, c'est qu'ils ont envie qu'on leur donne une information très claire. Bien sûr. Il y a une règle dans les écoles de journalistes, on ne met pas de point d'interrogation dans un titre. Voilà. Oui. Or là, il n'y avait que des points d'interrogation. Il y avait au début beaucoup de points d'interrogation. Oui. Voilà. Après, c'est vrai que ça dépend après des directions, des rédactions, etc. Sur ça, rétrospectivement, il y a aussi toutes les commissions des affaires sociales à l'Assemblée et au Sénat qui ont apporté pas mal d'éléments de réponse pour savoir si c'était une réelle méconnaissance de leur part, de la part de la DGS, ou bien est-ce qu'ils avaient déjà l'information. Il y avait une histoire de timing aussi avec l'information sur la destruction des stocks qui n'étaient pas... qui avait moisi dans un entrepôt. Pour dire les choses clairement, il y avait des vrais menteurs. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui est toujours en place, mentait ouvertement. Il ment toujours ouvertement sur ces questions-là. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de dire les choses ou pas les choses. Alors au royaume des grands menteurs, les traitements. Comment avez-vous géré les annonces successives sur le traitement qui marche, le traitement qu'il faut donner, le traitement qu'il faut se procurer, le traitement qui ne marche pas Là aussi avec prudence. Je me souviens d'un soir à l'antenne où
paf, il y avait toujours des urgents qui tombaient les uns après les autres. Et là, le présentateur me lance en disant « Tiens, on apprend, Margot, que Trump vient de prendre de l'hydroxychloroquine en préventif. » Et là, vous avez 10 secondes pour réfléchir à ce que vous allez pouvoir dire d'intelligent là-dessus. Bon, il n'y a pas d'effet prouvé pour l'instant. En France, les autorités sanitaires ont choisi d'encadrer strictement et de l'interdire même pour le traitement du Covid. Enfin, c'était. En revanche, moi, je me souviens plus de ma réaction de scepticisme sur les premiers résultats d'essais sur le vaccin. En me disant, les vaccins, on va rester prudent. Après. Enfin, ça me paraissait vaccin, tellement... on va le faire après, mais là, c'est vraiment traitement. Le cas Raoult, ça a été difficile pour vous à suivre parce que c'était quand même... Sincèrement, c'était beaucoup plus difficile pour ma voisine, parce que le problème, c'est que Raoult, il était magnifique à la télé. Quoi. Ouais. Nous, voilà. Donc, et puis nous, il avait... Je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi dans mon journal, on ne l'intéressait pas du tout. Il n'était pas idiot, voilà. Donc il n'y avait aucune pression. Là, c'est des pressions insidieuses, mais que connaissent tous les médecins. C'était plus par des liens amicaux où des gens me disaient... Voilà, mais est-ce que tu ne crois pas que moi il y a telle personne que je connais qui a pris ça, ça marche très bien. C'est des choses. Moi, je connais les grands scientifiques qui en avaient en réserve. Voilà, mais autrement non. Toilette, quoi, Raoult, non, c'était en tout cas pour un journaliste, de la presse écrite qui avait donc c'était un beau sujet, mais c'était intéressant parce que c'était un personnage mais magnifique. Pour BFM, décrocher Raoult, c'est quand même... la première fois, c'était Apolline de Malherbe qui avait été. Oui, je me souviens, elle s'était déplacée, Elle s'était déplacée, c'était une des premières à l'avoir fait. Et ce qui était compliqué, je pense, pour le coup, pour une non-spécialiste, c'était de pouvoir contrer les arguments, parce qu'il affirme tout avec un tel aplomb qu'il fallait préparer un peu... C'est quand même un monsieur, vous dire qu'il avait une réputation de... Bien sûr, mais c'est compliqué, faut arriver... Après, une fois qu'on comprenait un peu son mode de raisonnement, etc., on pouvait un peu présager de ce qu'il allait dire et pouvoir aussi préparer des questions en disant mais vous dites ça, mais j'ai vérifié, l'étude ne dit pas ça, ou voilà. Mais clairement, apporter... franchement, c'est pas très courant. Vous avez eu des pressions de l'équipe de Marseille sur les informations, parce qu'on dit quand même qu'il avait agité beaucoup ses réseaux. Non, en revanche... les contacter, c'était compliqué parce qu'il fallait les contacter quand on avait, dès qu'il y avait une info disant Raoult dit ça, oui il a vraiment dit ça, c'était compliqué quand même à gérer au quotidien. Et puis après je pense qu'il y a eu un moment où on trouvait que ça nuisait aussi au message d'ensemble, parce que c'est vrai que c'était devenu un truc un peu politique, avec des hommes politiques qui le soutenaient, des pros, des antis, et on n'était plus trop dans le débat scientifique. Donc en tant que journaliste c'est ça, la limite, santé, à ce moment-là, tu dis de toute façon c'est plus de la santé. Il y a un moment, oui, où on s'est dit qu'il avait été beaucoup invité et que maintenant je pense qu'il fallait passer à autre chose. Sur le traitement, on était encore là, est-ce que c'est efficace ou que c'est pas efficace, ça avait été à nos yeux tranché, en tout cas au service santé. Les vaccins, joli sujet aussi, les vaccins, n'est-il pas, joli sujet. Les vaccins, comment vous avez géré, suivi, subi éventuellement des pressions, parce qu'il y avait quand même les antivax étaient quand même très actifs. Eric, peut-être pour commencer. Toi, personne n'essaie de t'influencer. Non, dans le cas, juste pour revenir en arrière sur Raoult, c'est pas du tout pour le défendre. Le problème de Raoult, c'est que l'homme n'est pas complètement idiot, quoi. C'est ça le drame. Et il a mis en place des trucs qui ont été précurseurs. Intéressantes que la parole officielle parfois ne dit pas. Quoi. Je caricature, donc c'est ça qui est homme. Par exemple. Mais même et sur le dépistage. C'est vrai qu'il a été l'un des premiers à tester massivement quand les autorités disaient que ça ne servait à rien. Quand on reprend les discours officiels au début, on dit c'est impossible, ce serait compliqué, ça prend une semaine, etc. Voilà, donc le personnage est mélangé, et puis il n'était pas du tout que nul, quoi. Mais moi, ce qui me frappait un petit peu, c'est que donc, pour avoir beaucoup suivi le sida et les autres épidémies, et très lié avec le monde de l'infectiologie, je le connaissais pas du tout. Je me disais, mais tiens, c'est bizarre, il est quand même dans d'autres circuits que les... Voilà. Mais, Marseille, c'est loin, c'est pour ça. Alors peut-être qu'il y avait ça. Alors, quant aux vaccins, moi, les vaccins, je ne sais pas, non, il y avait les pressions anti-vax. Non, c'était pas du tout impressionnant. Alors, le fait est, c'est que ce qui a été très, très fort, c'était d'abord qu'autour de nous,
personne ne pensait à un vaccin aussi vite. Quoi. Tous nos chercheurs ne le voyaient pas du tout. Donc c'était plus ça qui a été impressionnant, c'est comment faire la part des choses entre l'envie de donner des informations, parce qu'on est quand même tous poussés à vouloir donner des informations positives, et le fait que ça arrivait beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Et puis après, il y a eu plein d'autres interrogations sur le... Voilà, je ne sais plus qu'est-ce que... Non, mais sur les anti-vax, non, c'était pas... Non, là, c'était... Je sais que, par exemple, nous, nos correspondants, en tout cas à Marseille, ils avaient eu des soucis. Voilà, non, c'était... Mais à Paris, c'était pas très gênant. Non, sur le vaccin, je l'ai dit d'un mot tout à l'heure. C'est vrai que j'ai été surprise au début et j'ai accueilli la nouvelle, quand on a reçu les premiers résultats d'essais, avec scepticisme, en appelant pour le coup des experts en disant qu'est-ce que tu en penses. Voilà, c'est vrai que c'est arrivé. Et puis de suivre, je me rappelle juste avant Noël, les protocoles de 400 pages dans les EHPAD à mettre en place, j'ai après des directeurs d'EHPAD qui m'ont écrit en me disant heureusement que vous étiez là parce que j'apprenais le truc en direct, le truc que je devais mettre en place le lendemain ou le surlendemain dans mon établissement. Enfin, tout était la première vaccinée, là, Morissette, le 27 décembre. Enfin, faut avouer que la matière se prêtait bien à notre format d'info continue. Ah bah ça pour vous c'était du bonheur là. Ouais. Et ben après le suivi de la campagne de vaccination, aux données de l'épidémie en elle-même s'ajoutaient les données de la campagne vaccinale. Les effets, les variants, les fous, il y avait ça n'a pas arrêté. Non. Et vas-y Eric. Non, ce que je voulais dire sur le vaccin, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'était les clichés qu'on avait. On était tous dans une époque où on était la France. Les Français ne veulent pas se faire vacciner. Ils sont anti-vaccins. Le pays de Pasteur, c'est inadmissible. Or, c'était très injuste. Les gens se posaient des questions, mais ils n'étaient pas contre la vaccination. Voilà. Donc, on est quand même tous arrivés, quand est arrivée la vaccination, avec attendez, les Français ne vont pas vouloir. D'où d'ailleurs les erreurs de politique du gouvernement, d'être très très prudent, etc., en se disant il ne faut pas les brusquer, alors que non, les gens ne sont pas idiots. Voilà. Il y avait cet aspect-là que je trouvais... C'est ça toujours le problème de nous journalistes, c'est que on colle un peu avec les idées qui sont dans l'air du temps. Donc donc il y avait un air du temps qu'on croyait anti-vaccin. Or, les Français se sont fait massivement vacciner. Oui, c'est vrai que j'avais oublié cet aspect-là. Moi, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais je suis sûre qu'ils veulent profiter de votre présence. J'en ai plein aussi, donc, mais on va... Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Anne. C'est plutôt une question pour Margot de Frouville. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'avec l'information continue, mais c'est votre chaîne, vous avez contribué à augmenter l'anxiété, les interrogations, est-ce que BFM, mais pas que, n'a pas été là aussi un élément anxiogène d'un dispositif que je dans le suivi et dans les bilans, sans doute. Après, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit tu as été un peu mon îlot de référence parce que t'en parlais pas avec une anxiété folle et parce que justement tu restais factuel. En tout cas, dans le ton, le service santé a fait ce qu'il a pu pour informer au mieux à une époque où les gens étaient branchés non-stop. C'est vrai qu'après, j'ai pas de... Ça fait 13 ans que je suis chez BFM, j'ai pas le souvenir que un sujet ait monopolisé l'antenne pendant si longtemps. C'était inédit. On faisait un seul sujet à l'antenne pendant des semaines. Je ne sais même pas combien de semaines il a fallu avant de reparler d'autres choses. C'est donc peut-être au niveau anxiogène, mais pour le coup, il y avait aussi un besoin, une envie d'information. On a fait des audiences qui étaient historiques. Forcément, tout le monde était chez soi. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont dit à mon mari, on a passé le confinement avec ta femme, on l'a sans doute plus vu que toi. Moi, j'aurais peut-être une question aussi pour Éric Favreau, parce que vous avez beaucoup parlé du sida. Alors, je vais sans doute être un petit peu caricaturale, mais j'ai presque envie de vous demander, le sida, quelque part, il a fait naître la démocratie sanitaire. Est-ce que le Covid-19 ne l'a pas enterré ? Et quand je dis ça, c'est pourquoi est-ce que les patients n'ont pas eu la parole ? Enfin, il y avait des patients qui avaient plein de problématiques, ceux qui souffraient de maladies chroniques ou d'autres, et eux, on ne les a pas entendus. Oui, non, c'est un rendez-vous manqué qui est très impressionnant. Pourquoi ce qui s'était joué avec le sida, ce qui s'est peu à peu construit avec les associations de malades, s'est révélé, s'est fracassé avec le problème de l'épidémie. Il y a des raisons variées. D'abord, le monde associatif était moins en forme, ils étaient moins actifs. Il y a ça. Il y a le fait que l'urgence a tout cassé. L'urgence a tout cassé. Et bizarrement, les politiques et l'administration ont mis tout de suite de côté cet autre acteur, qui était
les acteurs de santé. Et ce qui est un peu dommage, parce que quand ils ont été actifs comme une association sur, j'en parlais avec, je crois, Jean-Martin, ou je crois, sur les immunodéprimés, etc., quand ils ont été actifs, ils ont été très actifs et très efficaces. Non, après, il y a l'autre chose, c'est que, bon là, je ne veux pas du tout me retourner vers le conseil scientifique, mais bon, ils auraient pu s'énerver un peu plus que dire en tout doucement, oh, ça aurait été bien qu'il y ait un comité citoyen, quoi. C'était gentil. Mais voilà, ils ne se sont pas du tout battus pour ça. Ça correspondait aussi à un moment de l'histoire où le pouvoir médical a repris de la force depuis une dizaine d'années. Bon, dans le cas du sida, c'est très impressionnant. Quand les traitements sont arrivés, les médecins ont repris légitimement du pouvoir. Voilà. Donc il y avait plein de... Mais c'est vraiment dommage parce que, et surtout, je crois, au niveau des politiques et de l'administration, ils n'ont rien compris à la démocratie sanitaire. Et c'est d'autant plus compliqué que la démocratie sanitaire est une notion un peu compliquée aussi. Donc voilà, tout fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même vraiment en panne. Et voilà, il faut... c'est pas que ça n'existe plus, mais c'est vraiment dommage. C'est le rendez-vous manqué. Ah oui, c'est un vrai rendez-vous manqué. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Ma question, c'est dans une situation de crise telle que vous l'avez connue, moi, le sentiment, en tant qu'auditeur, spectateur, tout ce que vous voulez, c'est que ne s'est pas manifesté la presse d'investigation. Parce que l'investigation, ça demande du temps. Non, mais attendez. Je vous coupe parce que regardez tout de suite. Oui, je vois, non, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur des grosses révélations avec un contre-discours, enfin des choses révélées véritablement, comme les enquêtes qui peuvent parfois durer 2 ans. Enfin, vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en situation de crise, peut-être que ces missions-là sont difficiles à remplir par les journalistes. Attendez encore un petit peu, ça va sortir. Juste 2 remarques. Après, je laisse. C'est qu'un. Sur les masques, tout ça, il y a eu tout de suite énormément d'enquêtes. Nous aussi, on a là où il n'y a eu pas d'enquête, et ça devrait, on va bien voir, c'est sur les gros cabinets de conseil et leur influence dans l'administration et dans le pouvoir politique en place, et l'industrie pharmaceutique, et les enjeux terribles, pas les enjeux, le comportement d'un laboratoire comme Gilead, c'est... Bon, restons polis, ne provoquons aucun. Mais voilà, là, il y a des vraies enquêtes. Et sur ce terrain-là, ça, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique, les vaccins, etc., tout ça, là, il y a un vrai manque. Mais quand même, sur les masques, tout ça. Sur les masques, ouais, pour le coup, on a sorti pas mal de choses avec des documents sur les stocks, sur les destructions de stocks. Et c'est pas la DGS, c'est pour un quotidien qui l'établissait. D'ailleurs, on posait des questions, on restait sans réponse. C'était vraiment criant tous les soirs. On se demandait... à quelles questions on allait avoir des réponses, justement, c'était plutôt l'inverse. Et c'est vrai que sur la place du patient, je voulais préciser que c'était très particulier pour nous aussi, avec des accès très très restreints aux hôpitaux. Nous, en images, on avait beaucoup d'images qui nous étaient fournies par la PHP, donc on siglait images fournies par la PHP parce qu'on nous refusait les demandes de tournage qu'on pouvait aisément comprendre parce que les soignants, ils n'avaient pas le temps de s'embarrasser avec des journalistes dans les pattes avec tout le travail qui s'abattait. Mais bon, c'était aussi un truc particulier pour nous de ne pas pouvoir, au moins pendant les premières semaines, aller sur le terrain et voir concrètement ce qui s'y passait. Merci beaucoup. Une dernière question, madame? Le micro arrive, il est juste derrière vous. Comme effectivement, pendant pas mal de mois, il y a eu plus de questions que de réponses, est-ce qu'on n'a pas raté aussi une occasion formidable d'améliorer la culture scientifique de notre pays? C'est une occasion qui se reproduira peut-être pas de sitôt. Moi, franchement, j'ai eu l'impression qu'il y a une meilleure culture scientifique qu'avant la pandémie, même que les gens ont découvert des spécialités que nous, journalistes santé, connaissions, mais le grand public, faire la différence entre un épidémiologiste, un virologue, un infectiologue, enfin, ça a permis de faire aussi connaître beaucoup de professions, beaucoup de spécialités, même si avec tous les invités en plateau, parfois certains néphrologues se sont retrouvés à parler d'épidémiologie, où voilà, on n'arrivait plus trop à faire le distinguo, mais en tout cas, on avait quand même cet objectif-là d'être pédagogue et d'expliquer des choses, même comme je le disais tout à l'heure sur les autres coronavirus qu'on avait, enfin sur la prévention aussi, l'effet des masques, le mode de transmission par aérosol, rappeler les similitudes avec d'autres virus. En tout cas, on a essayé d'y contribuer. Vous pensez vraiment que le niveau scientifique a été élevé? Parce que moi, j'avais le sentiment que c'était tellement clivant et qu'il y avait tellement de gens qui s'opposaient que pour le spectateur, téléspectateur, lecteur, c'était parfois un petit peu difficile. Il y a eu quand même un intérêt majeur avec un sujet unique donc à l'antenne. Et enfin, même quand vous en parliez, je pense...
en privé, les gens sont mis à employer des termes qui... C'est vrai. Le R est à le taux de reproduction du virus, sont des choses qui étaient complètement abstraites auparavant. Pas simplement, commun. J'ajouterais quelque chose, c'est pas simplement en termes d'information, mais c'est aussi que, alors ça c'est une notion qui est compliquée, mais c'est que la science, c'est compliqué, c'est aussi fait de plein de doutes, d'interrogations, et de ça, je crois que c'est passé, et que, bon, quitte à un surprendre aussi, la science est aussi politique, voilà, donc tout ça est un peu passé, alors tout ça peut être vu de façon très négative, en disant, mais voilà, il y a des vraies informations et des fausses informations, mais voilà, mais ce côté, il n'y a pas la science qui est intouchable, c'est aussi, je trouve, une avancée qui n'est pas négligeable, même si il y a des risques, il y a des effets secondaires de ce type de discours, mais voilà, que la science avance en tâtonnant, en s'interrogeant. Mais je reviens un peu à ce que je disais au début, pour tout le monde, c'est très compliqué de parler quand on ne sait pas, quoi. En situation. Alors, on va prendre une micro-question de Jean-Martin Cohen-Solal. Est-ce que vous étiez conscient aussi, en tant que journaliste, que vous informiez aussi les médecins ? Parce que les médecins n'avaient pas de moyens de s'informer autre que par la presse, parce que ça allait trop vite. Et donc, vous jouiez aussi un rôle d'informateur des médecins avec l'influence que ça peut avoir. Moi, j'ai cité le cas tout à l'heure des directeurs d'EHPAD, parfois qui m'ont écrit en me disant je découvrais les protocoles sur l'antenne et j'étais heureuse que vous les décortiquiez avant que je ne les reçoive. Ça paraît assez caricatural, mais ça servait aussi à ça. Et même parfois au niveau des relais, des points presse ou autres, on se demandait à chaque fois à quelle sauce on allait être mangé, les cartes de France avec toutes les couleurs, les mesures différenciées et tout ça, ça me semble d'un autre temps, mais... Non, oui, moi, j'ajoutais, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis je trouve, mais même, il y a les médecins à la paix, par exemple, pourtant, je sais que la paix a quelques défauts, mais il y avait un journal quotidien, quoi, des gens, Anne-Claude Crémieux, là, voilà, qui faisait son truc. Non, ils étaient très bien informés. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose, si tu me permets, avant, puisque je sens qu'on c'est la fin, c'est que je voudrais quand même poser à tous cette question, pourquoi tous, médecins comme journalistes, on s'est planté sur la fermeture des EHPAD au début. Pourquoi, conseil scientifique aussi d'ailleurs, pourquoi au tout début, personne n'a réagi en se disant c'est pas normal. Tout le monde, est-ce que c'est simplement la sidération d'une épidémie? Mais voilà, tout le monde pendant quelques jours, on s'est tous dit bah oui c'est normal, il faut voilà. Normalement, on finit pas par un point d'interrogation, mais aujourd'hui, on va le faire. Voilà. Merci infiniment. Merci Eric, merci Margot. On vous applaudit. Merci beaucoup Anne.